Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur la régulation cardiovasculaire, nous allons poursuivre le travail. Donc nous avions développé en fait la vasomotricité et puis nous avions développé aussi la régulation cardiaque. Et puis nous nous étions intéressés beaucoup en fait à la partie nerveuse, à la façon dont le système nerveux central recevait des informations en provenance de l'aorte et des carotides, à partir de chimiorécepteurs pour la captation des informations en termes de quelle est la quantité de CO2 ou d'oxygène que j'ai dans le sang, ainsi que pour le pH du sang, mais aussi des barorécepteurs qui captent les informations concernant la pression sanguine artérielle, et toutes ces informations sont envoyées au niveau du système nerveux central, donc du cerveau, et notamment au niveau du bulbe rachidien, dans lequel on a un centre de régulation, un centre de régulation cardiovasculaire. On avait vu aussi que ce centre de régulation cardiovasculaire reçoit des informations du système nerveux central lui-même, avec notamment une mesure du pH qui se fait parce qu'il y a des chimiorécepteurs qui captent les variations de pH dans le liquide céphalorachidien, mais aussi des variations qui proviennent de centres supérieurs, par exemple un changement d'ordre. Je suis assis, je veux me lever ou je veux courir, bon, c'est un changement d'ordre qui sera donc intégré, compris par les centres de régulation cardiovasculaire, mais ça peut être aussi des émotions, des problématiques de rythme, de température, etc. Donc dans cette deuxième partie, nous allons aborder maintenant la régulation cardiovasculaire du point de vue des hormones, et puis d'autres systèmes non nerveux et non hormonaux qui permettent de réguler aussi la fonction cardiovasculaire. Commençons par les hormones. On va prendre la situation du stress. Donc le stress, déjà, on se rappelle, on en reparlera un petit peu plus profondément au second semestre en HSE1. Hein. Eh bien, donc, nous développerons cet aspect du stress. Là, nous, pour l'instant, ce qu'on va garder en tête, c'est que le stress, au final, c'est une réponse à une sollicitation particulière, et il va falloir qu'on s'échappe de cette situation particulière pour que ce stress disparaisse. Et donc, on peut se placer dans des situations préhistoriques où il va falloir que je m'éloigne de cette situation de stress. Donc, soit je combatte, soit il faut que je fuis. Donc, il y a un effort physique derrière qui va nous être demandé. Et donc, en fait, c'est assez logique que toute la sphère cardiovasculaire, mais aussi respiratoire, soit modifiée et aille dans le sens d'une préparation à l'effort. Donc, c'est assez logique que vous mettiez à transpirer, puisqu'en fait, on va mettre en place des éléments de thermorégulation. C'est assez logique que votre respiration soit un petit peu plus rapide, et puis c'est assez logique que votre cœur s'emballe. On va rester sur le cœur. Donc le stress va être perçu par notre système nerveux central. Donc au niveau du cerveau, on va percevoir ce stress, et puis on va envoyer un message nerveux à une petite glande qui se trouve juste au-dessus des reins. Cette petite glande, c'est la glande surrénale. Et à l'intérieur de cette glande surrénale, il y a ce qu'on appelle la partie médullosurrénale qui va libérer des hormones, donc dans le sang, puisque c'est la définition d'une hormone. Hein. Libération par notre glande endocrine qui est la médullosurrénale d'adrénaline et de noradrénaline dans le sang, et qui vont agir sur un certain nombre d'éléments cibles, d'organes cibles. Ici, j'en ai positionné 2, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres qui soient sensibles à l'adrénaline et à la noradrénaline. On est dans la régulation cardiovasculaire, donc j'ai positionné le cœur, qui va accélérer, qui va avoir une augmentation aussi de force de contraction. Et donc on va avoir une variation des paramètres physiologiques cardiaques, et donc une augmentation du débit cardiaque. Mais aussi au niveau des vaisseaux qui sont représentés ici, l'adrénaline et la noradrénaline vont modifier le diamètre des vaisseaux.
Alors là, ça va dépendre des organes. Au niveau de certains organes, ils vont diminuer le diamètre des vaisseaux parce qu'on va moins irriguer ces organes lors d'un événement stressant. Et puis d'autres organes, on va au contraire vouloir avoir beaucoup de sang qui va arriver et on va ouvrir les vaisseaux. Vous connaissez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les situations de stress où on va devenir tout rouge. Et en fait, on a ici l'action en fait, de l'adrénaline qui va ouvrir des vaisseaux au niveau cutané, ce qui va donner votre jolie couleur rosée lors de votre stress. Donc ici, on a bien une réponse hormonale à une situation qui va engendrer une modification des fonctions cardiovasculaires pour répondre à nouveau à un besoin. Autre type de variation cardiovasculaire et de régulation cardiovasculaire que l'on a au niveau de notre organisme, on peut réguler ce qu'on appelle la volémie. La volémie, c'est le volume de sang. Alors, concrètement, vous avez ici le cœur et au niveau du cœur, vous avez ce qu'on appelle le retour veineux. Vous êtes au repos, vous êtes assis, vous vous levez, vous allez courir, vous allez mettre en action vos muscles et du coup, vous allez faciliter le retour veineux. En fait, vous aviez une réserve de sang dans vos veines qui n'était pas en train de circuler. Et le fait de faire fonctionner vos muscles, vous allez mobiliser cette réserve veineuse, ça veut dire que vous allez au final augmenter le volume de sang qui va circuler, et ça veut dire que vous allez augmenter la quantité de transporteurs d'oxygène, il y aura plus de globules rouges à pouvoir intervenir, et donc vous allez pouvoir mieux oxygéner vos tissus, et puis vous allez pouvoir aussi transporter plus de CO2 vers les poumons, et donc éliminer plus de CO2, donc plus de H+, et donc limiter l'acidité du sang. Et donc on va dans le bon sens, on va bien dans le sens de ce que va nous demander un effort. Donc la mobilisation de la réserve veineuse va permettre en quelque sorte d'agir sur la volémie et sur le sang qui est mobilisé. Et puis il y a des hormones, ADH et puis aldostérone par exemple, qui vont agir sur les reins. Alors l'ADH est libéré par le cerveau. ADH veut dire hormone antidiurétique, donc qui limite la diurèse. La diurèse, c'est la production d'urine. Or, l'urine est produite à partir du sang. Donc moins je produis d'urine, plus je garde l'eau dans le sang. Donc si je limite la production d'urine, alors je conserve ma volémie. Je limite la perte d'eau, donc je maintiens un certain volume sanguin. Donc là encore, j'agis sur ma volémie. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder, même si ça ne fait pas partie du programme du DUT HSE 1, eh bien, vous pouvez tout à fait aller regarder, malgré tout, les vidéos que j'ai mises sur les reins et qui vous expliqueraient un petit peu ces phénomènes. Bref, moi je retiens quoi? Je retiens que on a une capacité d'action sur la volémie, soit par voie hormonale, ADH, aldostérone, soit tout simplement mobilisant ma réserve veineuse. Deuxième autre manière de fonctionner, c'est l'aspiration. C'est très simple. Si vous avez l'éjection de sang au niveau de mon cœur, d'une manière tout à fait normale et physique, vous vous doutez bien que je vais avoir une aspiration de l'autre côté. Donc je vais avoir une sorte de succion qui va se mettre en place et qui facilite au final l'activité cardiaque. Autre élément qui facilite l'activité cardiaque, c'est la variation de la force de contraction. Or, en fait, il y a une loi en physiologie, si vous étirez un muscle, il a tendance à se contracter. Donc, regardez bien, si on rentre en situation d'effort, on augmente le retour veineux, ça veut dire qu'on augmente la quantité de sang qui revient au niveau du cœur, c'est ce qu'on appellera la précharge. Lorsque cette précharge augmente, donc la quantité de sang qui arrive, on va au final étirer le cœur. Forcément, parce qu'on a plus de sang qui rentre dans le cœur. Donc on étire le cœur, mais en étirant le cœur, ça va lui donner encore plus envie de se contracter. Donc on va augmenter la force de contraction. Et vous voyez que ça va encore dans le sens d'une régulation cardiovasculaire en lien avec le besoin étant d'avoir un volume d'éjection systolique important. Quatrième élément particulier qui n'est ni nerveux ni hormonal, c'est la régulation intrinsèque des vaisseaux.
Ça veut dire que les vaisseaux ont une action sur leur propre vasodilatation, notamment au niveau des muscles. Donc au niveau des muscles, on va avoir nos vaisseaux qui vont nous apporter de l'oxygène. Lorsque vous rentrez en effort, vous allez pouvoir avoir des moments où en fait vous allez avoir une trop faible quantité d'oxygène qui va vous parvenir. Qu'est-ce que ça va engendrer? Au niveau des vaisseaux sanguins, on va s'apercevoir que les globules rouges vont éjecter de l'ATP dans le sang et cet ATP va aller modifier l'activité des muscles lisses qui entourent les artérioles et qu'est-ce que ça va donner lieu donc à une vasodilatation. De la même manière, les cellules des parois des vaisseaux vont libérer du monoxyde de carbone qui va avoir ce même genre d'action. Donc on s'aperçoit que quand j'ai un manque d'oxygène, mes vaisseaux réagissent pour leur permettre de se dilater. Donc ils agissent sur eux-mêmes et ça entraîne une vasodilatation qu'on appellera compensatoire. Donc concernant la vasodilatation, en fait j'ai 3 phénomènes qui vont intervenir dessus. Le système nerveux, on l'a vu, qui peut entraîner de la vasodilatation ou vasoconstriction. L'adrénaline et noradrénaline, donc le système endocrine, qui peut entraîner de la vasodilatation aussi. Et ici, les vaisseaux eux-mêmes, qui, d'une manière intrinsèque, sont capables d'agir sur la vasodilatation. Donc 3 composantes à la vasodilatation. Ici, c'est ce qu'on appelle la vasodilatation compensatoire. Bilan. Eh bien, 4 paramètres que je vais chercher à réguler. Le débit cardiaque en agissant sur le cœur, donc fréquence cardiaque, volume d'éjection systolique, le débit musculaire en agissant sur l'ouverture des vaisseaux et donc sur le volume de sang qui peut parvenir dans les muscles sur un temps donné, la pression sanguine artérielle en modifiant l'activité cardiaque et notamment la force de contraction et donc la pression systolique notamment qui est l'une des 2 composantes et la principale composante qui va faire varier cette pression sanguine artérielle. Bien sûr, en fait, le dernier paramètre influe aussi sur la pression sanguine artérielle, c'est la résistance à l'écoulement. En modifiant le diamètre des vaisseaux, eh bien, on modifie la résistance à l'écoulement et on va maintenir en fait tout le long de nos vaisseaux sanguins, on va maintenir une pression suffisante pour que le sang parvienne jusqu'au territoire à irriguer. Et j'ai 3 manières d'agir sur ces paramètres, soit nerveuse, donc nerf 10 par exemple, nerf cardiaque par exemple, hormonale, adrénaline, noradrénaline, et puis d'autres particularités, réflexe à l'étirement, le réflexe d'aspiration, de succion au final de notre sang. On a vu aussi la réponse intrinsèque des vaisseaux qui s'auto-activent pour donner lieu à une vasodilatation. Donc voilà, un certain nombre d'autres, et puis bien sûr l'action sur la volémie. Donc cet ensemble me permet d'avoir une réponse cardiovasculaire cohérente par rapport aux besoins. À très bientôt sur une autre vidéo.